52 ans, assureur de formation, Jacques Gobert est depuis 2006 bourgmestre de la Louvière. En 2009, il devient porte-parole de l'Union des villes et communes. Alors, que dire justement de la situation financière de nos communes suite à ce qu'on peut appeler l'affaire de Colfontaine et en prévision des budgets? Est-elle à ce point catastrophique? À qui la faute? Ont-elles fait les efforts nécessaires? Et pourquoi ne sont-elles pas entendues au fédéral? Avec quelle solution? Jacques Gobert, président de l'Union des villes et communes de Wallonie, est aujourd'hui face à vous. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Face à vous. Avant tout, je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission et poser vos questions sur notre Twitter officiel TLMB, #Face à vous. Jacques Gobert, bonsoir. Bonsoir. Alors, en tant que président de l'Union des villes et communes, est-ce que vous êtes asexué politiquement, on peut dire ça? Ou bien vous êtes élu socialiste à la Louvière, mais est-ce que vous êtes élu socialiste en tant que président? Ou bien vous représentez toutes les communes? Effectivement, la fonction de président de l'Union de Ville fait en sorte qu'on doit représenter toutes les communes, tant dans la diversité politique, mais que dans la diversité géographique et en termes d'importance, parce que la réalité communale varie énormément, que ce soit pour des plus petites communes de quelques milliers d'habitants ou des toutes grandes villes notamment, et il faut appréhender la thématique sous toutes ses facettes. C'est effectivement ce qui fait aussi la richesse, mais la difficulté d'une union comme la nôtre. En un mot, votre rôle en tant que président de l'Union des villes et communes? Bien, le président de l'Union est avant tout le porte-parole de l'Union et donc des communes wallonnes, puisque l'ensemble des communes sont affiliées à cette union, mais aussi véritablement d'être le moteur, je dirais, avec un conseil d'administration qui est très, très varié dans sa composition politique. Toutes les communes sont représentées. Toutes les communes sont représentées. C'est véritablement, je dirais, qu'une balance de pharmaciens que les partis doivent travailler pour arriver à un certain équilibre, je dirais, au sein de ce conseil d'administration, où d'ailleurs la plupart des décisions qui sont prises et des positions qui sont arrêtées par l'Union se font à la majorité absolue. Donc c'est que la synthèse se fait de manière très équilibrée. Le 18 octobre, le bourgmestre de Colfontaine annonçait le licenciement d'une trentaine de femmes de ménage. On le réécoute. Luciano D'Antonio n'a pas joué la carte de la popularité. En décidant de licencier 30 femmes de ménage et de confier le nettoyage des locaux communaux à une société privée, il a pris une lourde décision politique. Moi, j'ai une commune à gérer. Et qu'aujourd'hui, à la commune de Colfontaine, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne prends pas de décision, on va vers de grosses difficultés. Et je ne veux pas faire payer à 21 000 personnes simplement la mauvaise gestion de la majorité et en particulier des socialistes. Je ne veux pas que demain, la commune souffre à cause des décisions qu'on n'a pas eu le courage politique de prendre aujourd'hui. Courage politique pour une mesure impopulaire, ce seront les seuls licenciements de personnel, selon les promesses du collège. Mais tous les services communaux devront se serrer la ceinture. Mais déjà en fonctionnement, on réduit le fonctionnement pour l'année 2014 de 10% dans tous les services. Je n'ai pas d'autre solution, je dois anticiper ce qui va nous tomber sur le rable d'ici les mois, voire les années qui vont suivre. Et tout cela, ce sont des coûts en hausse pour tout ce qui gravite autour de la gestion d'une commune. La police, les pompiers, la dotation au CPS, la liste est longue. Le bourgmestre en avait commencé l'énumération au dernier conseil communal. 20% supplémentaires, pension, 35 000 €. Annonce de diminution de dividendes, 48 000 €. Doublement du RIS. Quand vous entendez ce que le président de l'Union des villes et communes dit, quand vous entendez les autres bourgmestres, que 2015 va être la catastrophe pour toutes les communes. Ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de voir là où on pouvait faire le moins mal possible. Alors sur le fond, vous ne pouvez pas évidemment commenter ou vous immiscer dans la gestion d'une commune. Ça, c'est pas votre rôle. Effectivement, les décisions qui sont prises au niveau des communes se font en toute autonomie et il n'appartient pas à l'Union des villes et encore moins à son président de commenter, de critiquer de quelque manière que ce soit les décisions qui sont prises en vertu de l'autonomie communale d'ailleurs. Mais pour vous, ce qui se passe à Colfontaine, c'est le symptôme de quoi? Alors de quelle situation? Dans quelle situation sont les communes? Bien, il faut savoir que ce qui se passe à Colfontaine se passe déjà dans d'autres communes, d'autres entités wallonnes, mais aussi, et ça commence, il y a des signes avant-coureurs en Flandre, ce qui est quand même interpellant.
Et les difficultés que connaissent les communes se traduisent de diverses manières. Ici, on l'a vu, c'est en termes d'emploi. Dans d'autres communes, c'est l'impôt qui augmente. Et dans d'autres encore, eh bien, c'est l'offre de services qui se réduit. Donc, la déclinaison des difficultés des communes se fait de différentes manières, mais elles sont tout à fait réelles. Et vous dites c'est qu'un début. Je crains que ce soit un début parce qu'effectivement, structurellement, les finances communales de l'ensemble des communes wallonnes, ou la quasi-totalité en tout cas, sont déjà en difficulté aujourd'hui et ça ne va ne faire que s'aggraver. Il faut être clair, on fait aussi de la politique, je dirais. Donc prendre des décisions telles que celle-là, à quelques mois d'une échéance électorale, vous conviendrez que c'est une première. Et c'est véritablement la preuve que les communes n'ont pas d'autre alternative que de prendre des décisions impopulaires. Alors à l'origine de ces problèmes, il y a notamment les charges du fédéral qui augmentent sans les moyens. C'est ça, si on peut résumer. Pas uniquement, il y a bien sûr cela, mais n'oublions pas, il y a quand même eu la déconfiture du holding communal. Historiquement, les communes ont créé le crédit communal, qui ensuite les actions des communes ont été gérées dans le cadre d'un holding communal. La crise financière est passée par là. Et ce qui était véritablement une rente pour les communes financières est complètement disparu avec la déconfiture du holding communal. Donc ça, c'était déjà un premier problème. Sont venus également les effets de la crise économique qui a vu de nombreuses communes avec des recettes en diminution, que ce soit à l'impôt des personnes physiques, au niveau des taxes, de la dynamique de l'économie. Ne fait pas une augmentation des recettes. Il y a des moments où la situation est telle que les revenus des habitants sont trop faibles, quoi. C'est ça aussi. Oui, c'est cela. On voit des communes, prenons l'exemple de Colfontaine, qui a un revenu moyen par habitant des plus bas en Belgique. On comprend bien les difficultés face auxquelles ils sont confrontés. Et la réalité, elle est là. C'est qu'il y a deux colonnes. Il y a les plus, il y a les moins. La résultante de tout cela, malheureusement, est négative aujourd'hui et le sera encore plus demain. Donc le budget 2014, vous sentez, on vous le dit, vos collègues des autres communes disent que ça va être très compliqué, ou c'est compliqué. Oui, 2014, certaines arriveront encore à joindre les deux bouts, parce qu'elles ont pu avoir quelques réserves, quelques provisions, mais on sent très bien qu'elles les utilisent et qu'on arrive au bout de ces réserves. Je crains véritablement pour 2015, puisque là, les réserves seront pour la plupart d'entre elles épuisées, et donc des mesures, à mon avis, relativement difficiles vont devoir être prises. Il faut savoir que aujourd'hui, les communes sont le premier pouvoir de proximité. Donc, lorsqu'une commune prend une décision, quelle qu'elle soit, ça impacte directement le citoyen. Sur la vie des gens. Donc, il est clair que c'est une onde de choc qui s'annonce, mais où le citoyen sera véritablement en première ligne et la première victime de décisions qui seront prises. On va voir ça un peu plus en détail, mais on revient un moment à Colfontaine pour écouter la réflexion d'une des femmes de ménage qui était licenciée, qui va nous dire tout haut un peu ce que certains en pensaient tout bas à ce moment-là. On s'en prend aux femmes de ménage, un petit salaire, mais que les personnes, comme le collège, réduisent leur salaire de moitié, le bourgmestre y compris. Alors le trait est un peu forcé, mais finalement, en tant qu'élu, vous devez entendre ce genre de réflexion. Pourquoi c'est pas les hauts salaires qui doivent faire des efforts? Finalement, c'est un peu ça. Je crois que des mesures sont prises au niveau des communes, à tout niveau. On l'a entendu, le bourgmestre de Colfontaine évoquer que toutes les dépenses de fonctionnement allaient être réduites de 10%. Donc je crois que ça, chaque commune doit prendre ses décisions en toute indépendance. Mais il y a quand même une question plus générale que les gens se posent. Est-ce que les communes ont fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment des abus? Est-ce qu'elles n'ont pas exagéré? Est-ce qu'elles ont maîtrisé leurs dépenses? Est-ce qu'elles n'ont pas tardé à faire des économies en général? Bien, écoutez, il faut savoir que la toute grande majorité des communes, il faut le reconnaître, sont bien gérées. Quand on voit les études de Belfius en la matière, je crois qu'on peut en arriver à cette conclusion-là, notamment.
il faut aussi se dire que les communes, et heureusement, elles ont encore cette capacité aujourd'hui, mais pour combien de temps encore, d'investir et grâce à cela, générer une activité économique. Il faut savoir que 50% des investissements de l'ensemble des pouvoirs publics wallons sont réalisés par les communes. On peut étrangler les communes et leur interdire d'investir, mais c'est directement aussi l'activité économique qui s'en ressentir au travers des travaux de voirie, de bâtiments notamment. Donc attention, oui, on peut étrangler les communes, oui, on peut prendre toute une série de décisions qui les impactent directement, que ce soit du fédéral ou de la région, mais encore une fois, c'est directement le citoyen, le travailleur qui en sera préjudicié. Et pourquoi le fédéral ne vous entend pas ? Il y a au fédéral des gens de votre parti, même le Premier ministre. Pourquoi on ne vous entend pas? Pourquoi le fédéral ne prend pas conscience de ça au moment où il faut décider les budgets? En fait, il faut être conscient d'une réalité et on ne peut pas se voiler la face. Et il est tout à fait clair que notre pays est en crise. Et le ministre Furlan utilise souvent cette image de dire voilà, tous les étages de la maison Belgique doivent participer à l'effort. Le fédéral a pris toute une série de décisions qui ont impacté directement les finances communales. On transfère des compétences sans en transférer les moyens, contrairement au niveau régional d'ailleurs. Alors c'est vrai que ces conséquences sont dramatiques sur le plan financier, que ce soit au niveau de la réforme des polices qui date de 10 ans maintenant et qui génère pour les communes des dépenses en exponentiel. La réforme des services incendies génère les plus grandes inquiétudes. La politique d'activation des chômeurs fait en sorte que les chômeurs sont transférés vers des bénéficiaires, dans le statut de bénéficiaire du revenu d'intégration. Au fédéral, je suppose qu'ils vous entendent, vous adressez à eux, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est clair, mais le niveau fédéral, ce n'est pas qu'un parti, c'est toujours la politique du compromis, qu'il soit de gauche, de droite, du nord ou du sud. Bien voilà, il y a le plus petit dénominateur commun qui fait que des décisions sont prises et donc nous en subissons les conséquences. Nous participons à l'effort et de nombreuses communes ont déjà réduit leur train de vie depuis un certain temps, les provinces aussi d'ailleurs. Donc les responsabilités sont prises, mais il est clair que nous voulons préserver le citoyen, nous voulons préserver l'emploi pour la plupart d'entre nous, préserver l'emploi, préserver le citoyen et aussi ne pas augmenter la charge de l'impôt puisque la situation économique est telle que de nombreux ménages sont déjà en difficulté aujourd'hui et que les communes sont conscientes de cela. Et augmenter la pression fiscale, comme la vôtre. Absolument, augmenter la pression fiscale ne fait que faire peser le poids de la crise encore plus sur le citoyen. Prochain gros dossier, vous l'avez dit, la réforme des services de secours. Vous êtes, autre casquette, le président de la pré-zone du Hainaut Centre. Et vous allez entendre une petite question qui vous est posée par le bourgmestre de Carnion. Jacques, comme tu le sais, nous avons eu des difficultés à boucler notre budget, comme pas mal de communes voisines. Aujourd'hui, je te demande d'être attentif comme tu l'es et comme tu nous rassures à chaque fois lors des conseils de pré-zone et des futures zones d'incendie, c'est d'être vigilant à ce que la facture ne nous coûte pas un cent de plus, comme tu le dis si bien, à l'aube de 2014 voire 2015, contrairement aux renseignements qui nous viennent du fédéral, où Mme Milquet aussi promet la même chose. Mais je pense que là, nous devrons être particulièrement attentifs. Ce sera capital pour nos futurs budgets. Alors les communes craignent qu'on leur fasse le coup avec P de la réforme des polices et le coup avec T que cela entraîne. Vous avez rencontré le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours. Est-ce qu'il vous a rassuré ? En fait, la ministre Milquet se veut rassurante, se veut optimiste, mais c'est aussi un peu sa nature. Nous sommes, disons, dans un autre état d'esprit. Autant nous confirmons l'intérêt d'une réforme des services incendies, autant nous adhérons à la philosophie de la réforme, autant nous sommes inquiets pour les moyens financiers. En effet,
La ministre a élaboré un plan financier prévisionnel jusqu'à l'horizon de 2018. On voit très bien que les moyens qu'elle espère pouvoir dégager, faire dégager par le gouvernement actuel, mais aussi, et c'est là notre inquiétude, par le gouvernement suivant, issu des urnes de mai 2014, eh bien, c'est ça notre inquiétude, puisque nous voulons que la réforme soit mise en œuvre au prorata des moyens réellement dégagés et des moyens libérés par le fédéral. Parce que si on met en œuvre, que ce soit au niveau du statut, au niveau de la formation, au niveau de l'acquisition de matériel, enfin bref, dans la réforme dans toute sa dimension, qui a toute sa pertinence, nous voulons que les moyens, conformément à la loi qui a été votée par le Parlement, ne l'oublions pas, eh bien, soit dégagé. Finalement, vous attendez, donc la loi, ok, mais vous attendez qu'elle s'applique et qu'on voit un peu comment elle va s'appliquer et les conséquences très précises pour chacune des communes. Vous ne pouvez pas encore répondre en disant, ben voilà, ça vous coûtera moins cher ou plus cher. Non, effectivement, aujourd'hui, les services incendie sont pris en charge en moyenne à 90% par les communes et 10% par le fédéral. La loi dit clairement, la répartition doit se faire 50-50. Et ça, c'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, puisque jusqu'à présent, les zones reçoivent des moyens financiers. Donc pour l'instant, je dirais, c'est positif, parce que nous recevons des moyens financiers qui nous permettent d'acquérir du matériel, déjà au bénéfice de la Préso, de former, d'acquérir des équipements. Donc jusqu'à présent, nous n'avons que des recettes, pour ainsi dire, pas de dépenses. Bon, mais c'est transitoire et provisoire. Le jour où on va activer la réforme, et ce sera pour le 1er janvier 2015, donc c'est bientôt. Plus tard, c'est dans un an, eh bien là, nous allons nous compter et compter les moyens dont nous disposerons. Donc ça, on doit encore attendre un petit peu pour être sûr. L'enjeu aujourd'hui, et là j'attire l'attention de tous les bourgmestres, surtout des parlementaires qui sont aussi membres de collèges communaux, c'est parfois important aussi d'avoir des parlementaires qui ont connaissance de la réalité communale. Ceci étant dit, la réforme dit 50-50, mais c'est au niveau global, au niveau macro. Après, on ne sait pas comment ça va se répartir. Mais comment tout cela va se pondérer au niveau des communes qui, aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, ont des dépenses par habitant très faibles. Elles vont probablement devoir monter en puissance. Donc, attention à la mise en œuvre concrète de cette disposition légistique. Alors, voici une autre question. Elle vous est posée par quelqu'un que vous connaissez bien. Jacques, bonjour. Nous nous connaissons bien. On a eu un parcours qui est un peu semblable, puisqu'avant d'être bourgmestre, tu étais président de CPS. Donc tu connais quand même bien la problématique. Et étant maintenant président de l'Union des villes, tu chapeautes l'ensemble du secteur et de nos préoccupations. Alors évidemment, les questions que tout le monde se pose, elles arrivent chez toi, et plus particulièrement au niveau des CPS, où objectivement, je crois que nous sommes arrivés à faire, nous, le maximum, parce que si on parle d'économie, les économies, c'est la réalité depuis plusieurs années, donc je ne crois pas que nous ferons encore beaucoup plus d'économies. Et par contre, vu les limitations dans le temps des allocations de chômage pour les stages d'intégration, on nous annonce ici sur la région de Mons probablement un millier de personnes qui quitteront malheureusement ces stages d'intégration. Donc si 1000 personnes arrivent, ne fût-ce qu'un tiers arriverait au niveau du CPS, ça fait 15% de demandeurs de revenus d'intégration en plus. Je ne vois pas comment nous allons pouvoir nous en sortir. Alors, quelles sont les solutions et qu'envisagerons-nous ensemble? Merci. Vous n'avez pas besoin de résumer la situation, c'est bien résumé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter quoi, la faillite, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors voilà, ce sont des choix politiques qui sont posés au niveau fédéral, que nous devons assumer, encore une fois. Et là, effectivement, ce que Marc Barvet évoque se décline quasiment de la même manière dans tous les CPS wallons. Il faut savoir que lorsqu'une personne émarge au chômage, son indemnité est prise en charge à 100% par le fédéral. Lorsqu'il vient frapper à la porte d'un CPS et bénéficie d'un revenu d'intégration, en moyenne, c'est 65% du fédéral, 35% des communes. Et donc, ça veut dire des CPS et donc des communes. Donc ça veut dire une charge supplémentaire pour les communes. Et alors, comment vous allez faire? Comment nous faisons? La fédération des CPS avec l'Union des villes n'arrête pas
fois de dénoncer cela, de sensibiliser les partis politiques. Nous n'avons pas, je dirais, d'autres moyens de pression que celui-là, de sensibiliser l'ensemble des partis politiques. Et c'est la raison pour laquelle l'Union des villes a élaboré un mémorandum que nous allons aller présenter à l'ensemble des présidents de partis pour les informer de nos exigences pour la prochaine mandature, que ce soit au niveau régional, fédéral et aussi européen, espérant ainsi qu'il y ait un engagement ferme des présidents de partis qui seront amenés demain à négocier leur présence dans un gouvernement pour qu'ils s'engagent sur des revendications portées par les municipalistes. Est-ce que vous trouvez une raison, vous êtes quand même assez pessimiste, c'est pas très rose qui attend les communes, est-ce que vous trouvez une raison d'être optimiste, juste en un mot? Je dirais que le bon sens devrait prévaloir. En tout cas, la réforme de l'État a transféré toute une série de moyens, je dirais de matières, mais aussi de moyens à 90% vers les régions. Objectivement, nous avons plus d'écoute envers les régions, des régions que du niveau fédéral. Donc ce transfert de compétences pourrait peut-être faire en sorte que les communes soient un peu mieux écoutées et respectées dans un dialogue entre différents niveaux de pouvoir à l'avenir. Bon, on l'espère. En tout cas, on n'a pas fini de parler des finances communales. Merci en tout cas, Jacques Gobert, d'être venu en voisin de la région du Centre. Vous pouvez bien sûr nous poser des questions, comme je disais en début d'émission, sur notre Twitter officiel #FaceAvous. Et vous revoir l'émission sur notre channel YouTube, ainsi qu'évidemment sur télmb.be, et même du centre, on peut regarder TLMB. Voilà, merci en tout cas à toute l'équipe technique, à la rédaction. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Face à vous.